Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 29 juin 2026 et notre cher ami Paul Craig Roberts est avec nous. Ravi de te retrouver, Paul. Merci, Nima. Paul, laissez-moi commencer par ce qui s'est passé entre l'Iran et les États-Unis ces 2 derniers jours. En gros, ils s'affrontent. Les États-Unis attaquent l'Iran dans le Golfe Persique et l'Iran réplique en frappant des bases américaines au Koweït et à Bahreïn. Quelle est la raison principale? C'est toujours la même chose. Vous vous souvenez du projet Freedom dans le détroit d'Ormuz? L'idée d'utiliser des navires, des pétroliers, pour traverser le détroit d'Ormuz, sans tenir compte, disons, de l'autorisation iranienne. Ils essaient de définir ou de désigner de nouvelles routes ou certaines routes à l'intérieur du détroit d'Ormuz, de façon à ce que toute personne qui veut le traverser soit obligée d'emprunter ces itinéraires précis. Donc, ces navires, ces pétroliers, utilisent en fait les routes qui ont été définies ou indiquées par les Britanniques et les Américains. C'est pour ça qu'on voit une forme de tension ou de conflit dans le détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, juste avant de venir en direct, on a encore vu de nouvelles images venant du détroit d'Ormuz, montrant les gardiens de la révolution islamique, avertissant tous les navires d'utiliser les routes qu'ils ont eux-mêmes désignées. Alors Paul, si on regarde ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, il y a aussi l'autre événement, celui du Liban et d'Israël. Les États-Unis ont réuni les 2 parties pour signer un accord. Et le gouvernement libanais, qui n'est pas directement impliqué dans la guerre entre Israël et le peuple libanais, puisque le conflit oppose surtout le Hezbollah à Israël et à l'armée israélienne, ce gouvernement est en train de conclure un nouvel accord avec Israël. Mais si on met de côté la partie libanaise et qu'on se concentre sur le détroit d'Ormuz, avant d'entrer en direct, tu disais qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, pas d'accord, pas de protocole d'entente. En clair, tout ça ne veut rien dire, et les 2 camps continuent de s'affronter. Alors donne-nous ton point de vue là-dessus. Eh bien, ça paraît évident, Nima, qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, puisqu'ils continuent de se tirer dessus. Je pense qu'aucun des 2 camps ne veut reconnaître qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Peut-être que ça s'arrêtera, mais à mon avis, le fait que les États-Unis aient d'abord soudoyé le gouvernement libanais pour conclure un accord avec Israël en excluant le Hezbollah, et le fait qu'ils testent l'Iran en essayant de faire passer les navires autrement par le détroit, tout ça montre que les États-Unis ont très peu de volonté réelle de parvenir à un accord pacifique. S'ils voulaient vraiment parvenir à un accord pacifique, ils n'iraient certainement pas soudoyer le gouvernement de Beyrouth pour conclure un accord avec Israël qui exclut le Hezbollah. Et ils ne chercheraient pas non plus, Washington ne chercherait pas à trouver une voie à travers le détroit qui ne soit pas celle approuvée par l'Iran. Donc, clairement, les États-Unis ne font pas preuve de bonne foi dans ces négociations. Et je ne vois pas vraiment comment l'administration Trump pourrait faire preuve de bonne foi compte tenu de l'immense influence du lobby israélien. La seule façon pour Trump de conclure un véritable accord de paix, un accord qui ait du sens avec les Iraniens, ce serait au détriment d'Israël. Et je ne pense pas que les États-Unis aient cette indépendance vis-à-vis du lobby israélien. Pour moi, tout ça ressemble à une mascarade. C'est inutile. Je ne vois pas comment ça peut se terminer. Et c'est pareil pour beaucoup d'accords, comme le soi-disant accord d'Anchorage. Vous savez, les Russes essayent toujours de s'y accrocher. L'autre jour, le secrétaire d'État américain Blinken a dit qu'il n'y avait pas d'accord. Et ensuite, le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a répondu « Mais si, nous avions un accord ». Puis un jour ou 2 plus tard, Poutine déclare « Eh bien, nous avions un accord pour conclure un accord ». C'est ça, en fait.
un protocole d'accord, un accord pour faire un accord. Et pourtant, ils ne sont même pas capables de respecter l'accord pour faire un accord. Alors comment pourraient-ils en conclure un vrai? C'est le protocole d'accord qui a été violé à plusieurs reprises, avec des attaques entre les États-Unis et l'Iran. Et je pense que ces attaques vont continuer, parce qu'il est extrêmement difficile pour les États-Unis de conclure un accord avec l'Iran, même sans l'influence israélienne qui cherche à empêcher tout accord. Les États-Unis diabolisent l'Iran depuis la révolution iranienne de 1978. 79, celle qui a renversé le gouvernement fantoche américain, le Shah d'Iran, et qui a pris l'ambassade américaine, portant un coup à la réputation des États-Unis. Il reste donc cette animosité du côté de Washington envers les Iraniens. Et si on ajoute à cela l'influence d'Israël sur le gouvernement américain et sur le peuple américain, il devient très difficile d'imaginer un accord qui ne soit pas conforme à l'agenda sioniste du Grand Israël. Pourquoi ont-ils besoin d'un accord? Je parle de l'administration Trump. Ils peuvent simplement quitter la région. Pourquoi ont-ils besoin d'un accord? Parce que la première clause de cet accord a été violée à plusieurs reprises depuis la signature du protocole d'accord entre les deux parties. Vous voyez, au Liban, Donald Trump doit signer un accord qui mentionne, et la première clause le dit clairement, la souveraineté du Liban. Puis, il lance une nouvelle initiative au Liban, entre Israël et le Liban, pour rapprocher les deux parties. Et ce faisant, il remet en cause la première clause de l'accord qu'il a lui-même signé, le protocole d'accord qu'il a signé. Pourquoi a-t-il besoin de faire ça? Eh bien, je pense que la raison pour laquelle Trump a besoin d'un accord, c'est pour pouvoir déclarer une victoire et sortir de la guerre. On en a déjà parlé. Le problème pour Trump, c'est que la guerre est impopulaire, et lui aussi l'est, pour d'autres raisons en ce moment. Et il y a une vraie inquiétude à propos des élections de mi-mandat. Est-ce que les démocrates vont prendre le contrôle du Congrès, ou au moins de la Chambre, et mettre fin à la capacité de Trump de diriger les affaires? Donc, il lui faut une porte de sortie qu'il puisse présenter comme une victoire. Peu importe l'accord, même si, en réalité, les États-Unis finissent par céder face à l'Iran, Trump appellera ça une victoire. C'est pour ça qu'un accord est nécessaire, ou du moins, Trump doit donner l'impression qu'il a tout fait pour en obtenir un, mais que les Iraniens sont tout simplement impossibles et refusent de coopérer. Ça pourrait être une des raisons pour lesquelles lui ou son administration cherche sans cesse des moyens de provoquer les Iraniens. Je pense qu'à un moment donné, Trump serait sans doute très content s'il arrivait à les provoquer, au point qu'il quitte vraiment les négociations. Il espérerait alors que parce qu'il a tenu bon, fort et ferme, les Américains se disent qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour mettre fin à cette situation. Mais on n'en sait rien, Robert, n'est-ce pas? On verra bien. Rien de tout ça n'est vraiment prévisible, parce que je ne crois pas que Trump lui-même sache à quel point il subit la pression du lobby israélien. Et quand on regarde le fait que les néoconservateurs juifs ou sionistes, contrôlent la politique étrangère américaine depuis Bill Clinton. Et ils ne vont pas abandonner le contrôle facilement. Et qui va leur arracher le pouvoir? Pas Rubio, c'est un néoconservateur. Pas Hesketh non plus, c'est un néoconservateur. Qui va donc retirer le pouvoir aux néoconservateurs juifs? Et ils ne vont pas simplement s'en aller. Donc je ne pense pas, enfin, je crois que vous savez, chaque jour pour Trump, c'est une épreuve. Jusqu'où Israël peut-il lui mettre la pression? Comment peut-il continuer comme ça jusqu'à ce qu'il devienne possible d'en sortir? Ou peut-être qu'il croit encore qu'il peut user les Iraniens, les menacer ou même les attaquer. Je n'en sais rien.
Personne ne le sait. Je ne pense pas que Trump le sache non plus. Vous voyez, il n'y a jamais eu de véritable plan pour s'en prendre à l'Iran. Ils pensaient juste qu'ils allaient attaquer, que l'Iran s'effondrerait, et c'était tout le plan. Ils ne sont pas vraiment préparés à la situation dans laquelle ils se trouvent et ils ne savent pas trop quoi faire. Et il se peut bien que le gouvernement Netanyahou soit dans une position assez similaire. Il y a des élections prévues cet automne. D'anciens premiers ministres, plutôt durs, se présentent contre Netanyahou. Alors, que se passe-t-il si Netanyahou provoque une rupture entre Israël et les États-Unis? Dans ce cas, les autres anciens premiers ministres pourront dire « Regardez, vous avez tout gâché pour nous. Nous avons perdu notre protecteur, notre bienfaiteur. Netanyahou doit partir pour qu'on puisse réparer nos relations avec l'Amérique. » Vous voyez, il a tout ça à gérer. Donc, je ne pense pas que qui que ce soit ait une idée très claire de la direction que tout cela va prendre, ni de la manière dont ils vont s'en sortir. Et je dois dire que je reste perplexe face au fait que les Iraniens se soient jamais engagés dans une situation pareille. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien en tirer? Peut-être qu'ils espèrent quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont accepté et qu'ils s'y tiennent malgré les violations du mémorandum d'accord. Peut-être qu'ils restent dans ce processus pour voir si le résultat pourrait être une rupture entre les États-Unis et Israël. Mais franchement, je ne vois pas comment les Iraniens pourraient s'attendre à ce qu'un véritable accord de paix en sorte, parce qu'Israël ne va pas le respecter. Israël n'a pas renoncé à son projet du Grand Israël. On le voit encore aujourd'hui. Israël poursuit sa volonté d'épuiser ce qu'il reste de la Palestine et des Palestiniens. Et ils ont simplement changé le nom de leur programme, celui qui déplace les derniers Palestiniens hors de Palestine. Et maintenant, ça porte un nouveau nom, le plan pour la liberté de mouvement. Donc, déplacer les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, ça s'appelle désormais la liberté de mouvement. Alors, si les Iraniens sont vraiment engagés aux côtés des Palestiniens, ils ne peuvent pas accepter ça non plus. Je pense que la seule chose qu'on puisse vraiment comprendre, c'est que la raison pour laquelle les Iraniens supportent toute cette absurdité, c'est qu'ils se disent « Continuons comme ça, et peut-être que les Américains et les Israéliens finiront par se diviser. » Et ça profiterait au Moyen-Orient. Ça isolerait Israël. Et peut-être qu'on pourrait s'en sortir sans une grande guerre. C'est peut-être ce qu'il y a dans la tête des Iraniens. Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne vois aucune autre raison valable pour qu'ils participent à ce qui est en réalité une mascarade. Voici ce que nous venons d'apprendre. Le guide suprême iranien supervise personnellement la mise en œuvre du protocole d'accord et il fait régulièrement des remarques critiques au président et à l'équipe de négociation. D'après la source, il a indiqué que la patience du guide suprême est grande, mais pas infinie. Il veut s'assurer que la poursuite du processus diplomatique reste conforme aux intérêts de l'Iran. La même source précise que, oui, il met la pression sur l'équipe de négociation, sur ceux qui discutent avec les États-Unis, pour que tous les intérêts iraniens soient pris en compte. Sinon, ils sont prêts à revenir à la guerre, parce qu'il n'acceptera pas la situation actuelle, ces échanges de coups, ces attaques répétées, et le fait que l'Iran doive répondre à chaque fois. Donc en gros, il parle de faire quelque chose. Et si ça ne marche pas, on retournera à la guerre. Parce que, dans le cas du Liban, je pense, Paul, que si on regarde le Liban aujourd'hui, c'est pareil qu'avant le début de la guerre. On a un gouvernement qui, d'une certaine manière, soutient et manipule toute la société libanaise, qui appuie les États-Unis et la politique américaine, pas seulement les États-Unis, mais aussi les Israéliens.
Et en face, on a le Parlement, le président du Parlement, opposé aux politiques du Premier ministre et du président du Liban, et le Hezbollah qui se bat à nouveau. Donc, si je comprends bien, rien n'a vraiment changé jusqu'à présent. C'est bien ça? Eh bien, je pense que la seule chose qui a changé, c'est que peut-être Israël pourra garder une petite partie du sud du Liban, ce qu'il n'avait pas réussi à faire lors de ses précédentes tentatives d'occupation du sud du Liban. Dans le cadre de l'accord, vous voulez dire du protocole d'entente entre les deux parties, ou Entre Beyrouth, Israël et les États-Unis. C'est une façon de pousser Israël à arrêter les attaques. Donc on arrête les attaques, et cette fois on garde un petit bout du sud Liban. Je pense qu'au fond c'est simplement une question d'argent. Les États-Unis achètent le gouvernement à Beyrouth. Ils ont l'argent pour le faire. Le gouvernement redistribue cet argent, et tout le monde soutient le gouvernement. C'est juste une autre forme de corruption, comme on en voit souvent dans le monde arabe. Peut-être que si les Iraniens jouaient le même jeu, s'ils récupéraient une partie de leurs milliards de dollars que les Américains avaient gelés, ils auraient de l'argent, et eux aussi pourraient acheter le gouvernement à Beyrouth. Peut-être qu'ils peuvent surenchérir sur Trump. Ils peuvent utiliser les milliards qui, paraît-il, vont être rendus à l'Iran et dire tout simplement, eh bien, regardez, on paiera plus cher. Les gens pensent souvent qu'il y a plus que l'argent en jeu, alors que parfois, c'est vraiment juste une question d'argent. Qui peut acheter qui? Qui peut surenchérir? Qui peut payer le prix? Et j'ai un peu le sentiment que les Iraniens ne sont pas des Arabes et qu'ils n'ont pas forcément cette manière d'aborder les choses. Mais s'ils ont l'argent, ils le pourraient. Et c'est quelque chose qu'on oublie très souvent dans les discussions de politique étrangère. Le pouvoir des pots de vin. L'argent compte souvent plus que les principes. je me souviens que Suez aussi évoque ça pour l'Europe. Tu disais, en Europe. Oui, eh bien apparemment, l'argent a compté au Venezuela, parce que quelqu'un là-bas a dû coopérer avec les États-Unis pour que le président Maduro et sa femme soient enlevés et emmenés en Amérique. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je n'ai rien entendu à leur sujet. Où sont-ils? Où est-ce qu'on les garde? Qu'est-ce qu'on leur fait? Ils ont tout simplement disparu. Non? Donc Trump fait enlever le président du Venezuela et sa femme, les fait emmener aux États-Unis, et ils disparaissent. Je crois qu'il s'est passé quelque chose de semblable avec les Skripal. Je crois que c'est leur nom, tu sais, ce couple en Grande-Bretagne, d'origine russe, et Poutine avait été accusé d'avoir tenté de les empoisonner. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont été récupérés par le MI6 ou le MI5, peu importe, et eux aussi ont disparu. On n'en entend plus parler. C'est incroyable quand même, de voir comment des gens peuvent être au centre de l'attention, et tout à coup, s'évaporer. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je n'arrive même plus à me souvenir de leur nom. C'était bien les Skripal? Il y a tellement de choses à suivre. Mais en tout cas, Maduro et sa femme semblent bel et bien avoir disparu. Et est-ce qu'ils vont être inculpés? De quoi exactement? Il me semble plutôt que c'est Trump qui devrait être inculpé pour enlèvement. Paul, les rapports montrent qu'en 2026, les États-Unis ont saisi 5 milliards 449 millions de dollars des revenus pétroliers du Venezuela. Et pour le tremblement de terre au Venezuela, ils ont proposé 150 millions de dollars, alors que l'estimation des pertes par l'ONU s'élève à 6 milliards 700 millions. Oui, donc ils ont besoin de tout cet argent, et même de plus, bien plus que ce que les États-Unis ont saisi. With the ultra strength.
Eh bien, je pense que l'époque des principes, celle où les principes avaient encore une influence sur la politique étrangère, est révolue depuis longtemps. On n'a vu que des mensonges au XXIe siècle. Où que l'on regarde, ce ne sont que des mensonges. Les armes de destruction massive de Saddam Hussein, l'usage d'armes chimiques par Assad, les armes nucléaires iraniennes, le terrorisme palestinien. Comment des gens enfermés dans un camp de concentration peuvent-ils commettre du terrorisme? C'est sans fin, vraiment sans fin. Toute l'histoire du 11 septembre, celle du Covid, c'est sans fin. Et on a l'impression que les gens qui ont un agenda sont prêts à tout pour le faire avancer. Alors, comment peut-on faire confiance à un accord avec ce genre de personnes? On ne peut pas. Ils feront n'importe quoi pour atteindre leur but. Et ils n'ont aucune bonne volonté. Voilà à quoi les Iraniens sont confrontés. Et s'ils ne sont pas eux-mêmes habitués à ce genre de choses, ils risquent de ne pas savoir comment y faire face. Accustomed to that themselves, they may not know how to deal with it. Le ministre de la Défense israélien a déclaré qu'ils allaient rester dans le sud du Liban tant que le Hezbollah ne serait pas désarmé. En gros, Paul, ce qu'ils disent, c'est « Voilà ce qui se passe. Vous devez désarmer le Hezbollah et ensuite nous quitterons le Liban. » Mais qui va garantir ça? Personne ne le sait. Non, dès que le Hezbollah sera désarmé, ils prendront tout le Liban. Take all of Lebanon. Ils ont fait ça en Cisjordanie d'ailleurs. Oui, ils ont fait ça en Cisjordanie. Le gouvernement là-bas, l'OLP et Mahmoud Abbas, coopéraient avec les Israéliens pour faciliter ce processus. Et aujourd'hui, comme vous le savez, la Cisjordanie, eh bien, il n'y a plus vraiment de Cisjordanie sur la carte. Yeah, yeah. A few little dots. And Quelques petits points. Et ils sont censés être repris, oui. Yeah, sure. Donc, oui, bien sûr. Dès qu'il n'y a plus le Hezbollah, il n'y a plus vraiment d'opposition à ce que le Liban devienne une partie du Grand Israël. Et je suis sûr que le Hezbollah le sait. Et je soupçonne que les Iraniens l'ont bien compris aussi. So Bref, tout ce bazar. this whole mess. Let's assume the United States finally Imaginons que les États-Unis finissent par trouver une sorte de sortie pour se retirer de la région. Il y a bien un protocole d'accord, mais personne ne semble s'en soucier. Les États-Unis ne s'en préoccupent pas, ni dans le Golfe Persique, ni en dehors, au Liban par exemple. Alors, quand l'Iran verra ce qui se passe avec ce protocole, ils vont reculer, ils vont suivre leur propre voie. Et selon vous, quel changement dans la région pourrait devenir durable? Restez présents. Après qu'un jour, Donald Trump décide de proclamer la victoire et de se retirer de la région. declare victory and get out of the region. Well, there's another pressure. Eh bien, il y a une autre pression sur Trump, en plus de la pression israélienne et de celle qu'il subit chez lui. C'est la vieille politique américaine qui consiste à vouloir contrôler les flux de pétrole, ceux du Moyen-Orient. Cette pression-là existe aussi. Du coup, pour lui, sortir du Moyen-Orient devient encore plus difficile, parce que cela reviendrait à renoncer à toute capacité américaine de contrôler ou d'influencer ces flux de pétrole. Et ça, la politique étrangère américaine ne voudra pas le perdre. Donc savoir s'il peut vraiment se retirer du Moyen-Orient, c'est bien plus compliqué que simplement se retirer d'Iran. Ce qui pourrait se passer, c'est que la présence américaine au Moyen-Orient soit réduite et qu'elle se concentre surtout en Arabie saoudite, en Jordanie et en Israël. Saudi Arabia and Jordan and Israel. And the Persian Gulf, Et dans le Golfe Persique, ils pourraient, on ne sait pas s'ils le feront, mais ils pourraient tout simplement décider qu'ils n'aiment pas se retrouver pris entre les Américains et les Iraniens, qu'ils n'aiment pas avoir des bases aériennes et navales américaines à proximité de leurs exportations de pétrole, parce que ça les implique directement dans la guerre avec l'Iran. Et dans ce cas, ils en paient le prix, celui de la destruction, qui jusqu'à présent s'est surtout limité aux bases américaines, mais qui pourrait très facilement s'étendre à leurs grandes villes. Donc,
Cette situation pourrait évoluer de bien des manières. This thing could develop in many ways. I would think that Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une réduction de la présence américaine. Les Américains devront quitter les zones qui se sentent désormais menacées par les conflits et rester dans celles où leur présence est encore acceptée. Les Iraniens, d'une certaine manière, en ne menant pas la guerre jusqu'au bout, vont sans doute se retrouver avec des ennuis à long terme, des problèmes persistants, des agressions militaires récurrentes, du donnant-donnant, encore et de nouvelles négociations. Tout ça risque de durer, mais ce sera probablement moins intense que les conséquences de l'attaque américano-israélienne contre l'Iran et de la riposte iranienne. Donc, comme il n'y a pas eu de victoire claire, ni de défaite nette d'Israël ou des États-Unis, une fois que les négociations commencent, il est difficile de les abandonner complètement. Du coup, tout ça risque de traîner. Ils vont simplement continuer, encore. Et comme je l'ai déjà dit, d'autres guerres ailleurs pourraient détourner l'attention de la situation iranienne. Si Trump décidait d'envahir Cuba ou d'occuper le Groenland, tout ça deviendrait de nouvelles crises. Et une nouvelle crise attire toujours plus l'attention qu'une ancienne qui continue de couver. Le monde pourrait donc se retrouver avec tout un tas de problèmes qui mijotent en même temps. Le conflit entre la Russie, l'OTAN et l'Ukraine, celui entre les États-Unis, Israël et l'Iran, et puis tout ce que Trump pourrait faire à Cuba, au Groenland ou ailleurs, au Mexique par exemple. Vous voyez, il s'implique un peu partout. On dirait même qu'il a réussi à faire élire son candidat président de la Colombie, si l'on en croit les informations. Et il semble clairement avoir la main sur la femme devenue présidente du Venezuela, la vice-présidente qui a accédé au pouvoir après que Trump a fait enlever Maduro. Donc il a tout ça en cours. Et si la situation devient trop tendue à un endroit, il peut toujours se déplacer vers un autre conflit. Je me serais dit que les Iraniens, qui sont des gens sophistiqués, auraient pu voir tout ça et comprendre qu'il ne peut pas vraiment y avoir d'accord de paix réel. Mais, comme je l'ai dit, il se peut très bien qu'ils cherchent simplement à voir si cela va diviser Israël et les États-Unis. Et pour eux, ça peut valoir le coup de tester ça plutôt que de chercher une victoire directe. Parce que, d'une certaine manière, c'est déjà une victoire si les États-Unis se détachent d'Israël. Et la situation devient de plus en plus difficile pour Israël aux États-Unis. Les candidats démocrates qui ont récemment gagné des élections sont hostiles à Israël. Donc ça va rendre le Parti démocrate lui-même plus hostile. Ils devront composer avec les candidats qui gagnent, et ces candidats-là sont hostiles à Israël. Et si les démocrates ne les ménagent pas, ils perdent les candidats qui gagnent, et avec eux, leur chance de garder le pouvoir politique à Washington. C'est donc un problème auquel les Israéliens sont confrontés, et ils font vraiment pression en ce moment pour faire passer une grande loi qui, en gros, leur permettrait de contrôler la liberté d'expression aux États-Unis. Cette loi, en réalité, donnerait aux Israéliens le pouvoir de définir ce qu'est un discours de haine ou un crime de haine. Et bien sûr, ce serait tout ce qu'Israël n'aime pas. Leur espoir, c'est qu'en obtenant ça, ils puissent faire taire les démocrates de gauche qui gagnent des élections et qui sont hostiles à Israël. Vous voyez, le combat continue à plusieurs niveaux. Ils ont battu l'AIPAC. À mon avis, c'est important. À New York, ils ont battu l'AIPAC. Oui, c'est ça. Alors on voit les néoconservateurs américains, comme comment ils s'appellent déjà, Victor Davis Hanson. C'est bien ça, Victor Davis Hanson. Eh bien lui, il se précipite pour défendre l'AIPAC. Il a attaqué Matt Danny à New York, le maire. Et je crois qu'il s'en est aussi pris à ce nouveau groupe de femmes de gauche qui ont gagné à New York.
Elles ont remporté les primaires, je suppose que c'était les primaires, et elles ont aussi battu l'AIPAC. Donc, c'est un problème grandissant pour Israël, parce que toutes les guerres que les États-Unis ont menées pour Israël au Moyen-Orient, contre les Irakiens, les Syriens, les Libyens, les Somaliens d'Afrique du Nord, eh bien, des millions de réfugiés sont partis vers l'Europe, vers les États-Unis, et maintenant, il y en a beaucoup aux États-Unis. Et eux, ils sont hostiles à Israël. Et ils sont tous démocrates, parce que ce sont les démocrates qui accueillent les immigrés sans papier, comme on les appelle. LAL. Je les appelle des envahisseurs immigrés. Donc ça change complètement la nature du Parti démocrate. Et ces éléments le poussent dans une direction anti-israélienne. En même temps, les républicains sont tellement associés dans l'esprit du public à Israël que si Israël continue de perdre en popularité auprès des Américains, les républicains deviennent vulnérables. On ne peut donc pas vraiment dire ce qui va sortir de toutes ces forces, de toutes ces pressions, ni de la capacité des uns et des autres à les maîtriser. Je ne pense pas que Trump ait la capacité de le faire. Je ne pense pas non plus que les Israéliens l'aient. Même si, comme je l'ai déjà souligné dans nos discussions précédentes, il ne faut jamais sous-estimer les Israéliens. Ils ont leur propre agenda. Ils sont déterminés. Ce sont sans doute les plus déterminés de tous les peuples. Et tant qu'il ne leur arrivera rien qui leur fasse perdre confiance, ils resteront peut-être aux commandes. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux en dire. So that's about all I can say about it. Paul, où en est le Parti républicain aujourd'hui, si on le compare à ce qu'il était pendant l'élection présidentielle, quand Donald Trump a été élu? Tu as parlé de la situation chez les démocrates et du changement d'atmosphère. Et du côté républicain, qu'en penses-tu? Comment tu vois la base, ces électeurs qui ont voté pour Donald Trump? Est-ce que tu perçois un changement? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Well, Eh bien, je ne suis pas ça de très près. Mais je pense qu'il est vrai qu'une grande partie des électeurs MAGA se sentent déçus. Trump avait promis qu'il n'y aurait plus de guerre. Il avait promis la paix avec les Russes. Eh bien, il n'a pas tenu cette promesse. Au lieu de ça, on a une guerre au Moyen-Orient. Et à part les super patriotes, les Américains très rara, beaucoup de partisans de Trump, ceux qui sont un peu plus lucides, s'inquiètent. Ils ont le sentiment qu'on a subi une défaite en Iran, que Trump nous a en fait menés à l'échec parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, qu'il n'était pas préparé, et que le prestige et la réputation des États-Unis ont été abîmés à cause de lui. Certains le tiennent pour responsable, d'autres accusent Netanyahou d'avoir entraîné tout ça. Donc, ils ne sont plus aussi enthousiastes envers Trump qu'avant. Vous savez, au début, il s'en est pris aux démocrates qui, selon lui, utilisaient la justice comme une arme pour arrêter les gens du 6 janvier et les emprisonner sur de fausses accusations. Il est arrivé et il a accordé des grâces. On avait l'impression qu'il allait faire quelque chose contre les démocrates qui avaient essayé de le piéger avec de fausses poursuites. Et puis tout ça s'est un peu évanoui. Rien ne s'est passé, ou pas grand-chose, à part qu'il a libéré les manifestants du 6 janvier et qu'il a commencé à lancer des expulsions d'immigrés en situation irrégulière. Mais ça s'est arrêté. Je ne sais pas si c'est à cause des juges des tribunaux de district démocrates. Je pense que les décisions récentes, rendues il y a quelques jours par la Cour suprême des États-Unis, donnent à Trump une marge de manœuvre beaucoup plus large pour expulser des gens et que les expulsions pourraient reprendre. Mais pour l'instant, Trump n'a pas vraiment fait grand-chose de ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et il a fait des choses qu'il avait dit qu'il ne ferait pas. And has done things he said he wasn't going to do. So
This doesn't affect all of them. Donc, ça ne les concerne pas tous. Ça ne touche pas les conservateurs qui sont en gros devenus des néoconservateurs alliés à Israël, comme Victor Davis Hanson. Mais je pense que le mouvement pro-Trump dans la population est moins fort qu'avant. Cela dit, les républicains, dans l'ensemble, se sont plus ou moins rangés derrière lui et coopèrent avec lui. Les soi-disant Rhino, les républicains de nom seulement, sont beaucoup plus discrets que pendant son premier mandat. Il semble donc avoir pris davantage le contrôle politique du parti, mais peut-être un peu moins sur l'électorat. C'est comme ça que je le ressens. D'une certaine manière, il a renforcé le Parti républicain derrière lui, mais perdu une partie des électeurs. Oui. Yeah. Paul, one of the other points that the Paul, United States just un made autre about point que les Iran, États-Unis viennent de soulever à propos des avoirs iraniens gelés, si tu te souviens, dans le cadre du protocole d'accord, c'est que ces avoirs faisaient partie de la première étape entre l'Iran et les États-Unis. La deuxième étape, une fois un certain accord trouvé, concernerait le programme nucléaire iranien, avec les sanctions, celles de l'AIEA, du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que les sanctions primaires et secondaires, toutes essentiellement liées au programme nucléaire iranien, comme prochaine étape. totally related to the Iranian nuclear program as the next step. But right now, the United States just announced that the United States will not unfreeze any Iranian funds or assets unless progress is made on the nuclear file. This is total, the violation of MOU. And I see nothing there anymore for Iranians to discuss. I don't know what is the nature of the talks. Tomorrow they said they're going to meet again. And who's going to meet with Iranians in Doha, in Qatar, is going to be... Ce seront Jared Kushner et Steve Witkoff, deux de vos personnages préférés. Oui, eux, ils vont rencontrer les Iraniens. Mais jusqu'à présent, tout a été violé, chaque partie du protocole d'accord. Each and every part of the MOU. Well, I'm not surprised. Eh bien, ça ne me surprend pas. Les Russes n'ont jamais rien obtenu en négociant avec les Américains. Et pourtant, les Russes seraient dans une position bien plus forte s'ils avaient des dirigeants aussi solides que les Iraniens. Mais malgré ça, ils n'ont jamais rien obtenu. Et la guerre continue de s'étendre. Pour ma part, j'ai toujours pensé que la question de l'arme nucléaire est complètement factice. C'est totalement faux. Ça l'a toujours été. Mais c'est un sujet que Washington peut utiliser pour obtenir le soutien du public et pour suivre les hostilités contre l'Iran. C'est une excuse acceptable pour la population. Oh, il faut les empêcher d'avoir l'arme nucléaire. Voilà, c'est tout. Ce n'est réel sous aucun autre angle. C'est un prétexte, une couverture, une justification pour les hostilités envers l'Iran qui n'ont en réalité rien à voir avec l'énergie ou les armes nucléaires. Energy or weapon matter. It's the hostility due C'est l'hostilité née de la révolution iranienne. Et c'est aussi l'hostilité envers la résistance de l'Iran au contrôle américain sur les flux de pétrole. Et tout ça, c'est au service du grand projet d'Israël, celui du Grand Israël. Voilà les vraies raisons de l'hostilité du gouvernement américain envers les Iraniens. L'histoire de l'arme nucléaire, c'est juste un prétexte, une couverture. Ils ne peuvent pas dire « nous sommes contre l'Iran parce qu'il gêne le projet d'Israël ». Ils ne peuvent pas dire non plus « nous sommes contre l'Iran parce qu'on pourrait mieux contrôler le pétrole s'il n'était pas là ». Ils ne peuvent pas dire ça. Alors ils disent que c'est à cause de l'arme nucléaire. Et au fond, il n'y a pas grand-chose à discuter, parce que les Iraniens ont signé le traité de non-prolifération. Est-ce qu'ils s'en sont retirés? Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'ils l'aient fait. Donc, ils ont déjà accepté de ne pas fabriquer d'armes. À quoi bon le redire? Et je crois qu'ils avaient déjà un accord avec les Américains, selon lequel ils ne fabriqueraient pas d'armes. Ça faisait peut-être partie de l'accord d'Obama, quand Obama avait libéré une partie des fonds gelés. Je me souviens plus très bien. Yeah, just 1 Oui, juste 1,6 milliard de dollars. C'était en liquide, parce que tout le système bancaire iranien était sous sanction.
ils ne pouvaient pas transférer l'argent. C'est pour ça qu'ils l'ont envoyé en espèces. Well, and that was undone. Eh bien, tout ça, c'est Washington qui l'a défait, pas les Iraniens. Donc, parler d'enrichissement nucléaire ou d'armes nucléaires, ça ne sert à rien, parce que ce n'est pas pour ça que Washington s'oppose à l'Iran. On verra bien comment les choses évoluent. Ce n'est plus très loin, l'automne. Juin est passé en un clin d'œil, alors il nous reste juillet, août, septembre, 3 mois. Et les gens vont commencer à se concentrer sur les élections, en Israël et ici aussi, parce qu'il leur faudra au moins le mois d'octobre. Les élections américaines, elles, sont début novembre, et les israéliennes, c'est en octobre, non? Oui, je crois. I think the Israeli ones are they in October? Oui, en octobre, si je ne me trompe pas. Oui, donc ce n'est pas très loin. Far away. It's not far away. And what happens there will Ce n'est pas très loin. Et ce qui va se passer là-bas, en fait, c'est que ces négociations de paix vont durer 6 semaines. Et bien sûr, si elles n'aboutissent à rien, elles seront prolongées, à moins qu'un des deux camps ne claque la porte. Mais je pense que, une fois que quelque chose devient institutionnalisé, vous voyez, 60 jours, c'est 2 mois. C'est presque assez long pour que ces soi-disant négociations de paix deviennent une institution. Elles peuvent durer 6 ans, 16 ans ou 60. Donc il est assez difficile d'imaginer qu'un camp ou l'autre s'en aille après 2 mois. Parce que pendant tout ce temps, les médias, même les médias iraniens, ne cessent de parler de négociations, de progrès, de discussions. Et au moins sur un point, les Iraniens font des progrès. Ils tiennent tête aux Américains. Et c'est aussi une façon pour eux de tirer parti de ces négociations. Ils montrent qu'ils tiennent tête aux États-Unis. Trump, lui, pourrait s'en lasser. Il pourrait se retirer. Mais quand on réussit à montrer au monde qu'on tient tête aux Américains, on n'a pas forcément envie d'abandonner les négociations, même si elles n'avancent pas vraiment. Donc, à moins que les élections américaines ou israéliennes ne provoquent un vrai changement, tout ça peut continuer indéfiniment. Oui. all of this can just continue forever. It's going to continue forever, Paul. I don't see any sort of. Ça va continuer indéfiniment, Paul. Je ne vois aucun accord possible entre l'Iran et les États-Unis. Souviens-toi d'Anchorage, en Alaska. Tous ces optimistes, tout le monde disait « c'est un événement majeur, Donald Trump rencontre Vladimir Poutine ». Et au final, il n'en est rien sorti. Et aujourd'hui, avec le MOE, tout tourne autour de la propagande. C'est une question de marché de l'énergie, de manipulation de l'économie mondiale. Et puis, il y a les élections de mi-mandat. Je pense que la priorité de Donald Trump et de son administration, c'est de voir ce qu'ils feront après ces élections. À mon avis, ils ne vont pas retourner à la guerre. Parce que la guerre, ils ont déjà tout fait, tu vois. Ils ont tout donné. À mon avis, Donald Trump a épuisé toutes les options possibles au Moyen-Orient. Donc il va revenir sur le sujet, mais il le fera après les élections de mi-mandat. Et peut-être qu'il y aura de nouvelles formes d'attaque, une sorte d'attaque, puis un retrait de la région. Je ne sais pas. Mais le protocole d'accord ne fonctionne pas. Et personne n'est optimiste. En Iran, on voit chaque jour l'opposition devenir de plus en plus forte. Mais on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de négocier avec Daesh. Et on voit les signes apparaître. Chaque clause du protocole d'accord a été violée jusqu'à présent. Voilà le résultat. Attendons de voir ce qui va se passer. On aura sûrement quelque chose à commenter la semaine prochaine. And we're going to have something to talk next week. Well, this is the week leading into the. Eh bien, c'est la semaine qui précède le 4 juillet, la grande fête américaine, et c'est important. We're no longer independent. Mais on n'est plus vraiment indépendant. On l'était davantage sous la domination britannique qu'on ne l'est aujourd'hui. Et je pense qu'on était aussi bien plus libre qu'on ne l'est maintenant. Juste avant de venir faire cette émission, je lisais un article sur le nombre énorme de caméras installées partout aux États-Unis. On ne peut plus bouger sans être photographié. La voiture, la plaque d'immatriculation, ils disent qu'il y a 20 milliards de photos de plaques chaque jour.
Donc une voiture est prise en photo dans une rue, puis dans la suivante, encore dans la suivante. Ils peuvent littéralement vous suivre à la trace. C'est quelque chose d'incroyable. Et tout ça, c'est une violation du droit constitutionnel à la vie privée. La seule façon, selon la Constitution, de porter atteinte à la vie privée d'un Américain, c'est de présenter un dossier à un juge, d'expliquer pourquoi on a besoin de le faire et d'obtenir un mandat. Or, tout ça se passe sans aucun mandat. Il n'y a pas de mandat. Donc, c'est une violation de la Constitution. Et pourtant, c'est devenu tellement ancré. J'ai vu la carte. Le pays entier est couvert de ces caméras. C'est incroyable. Et bien sûr, l'une des raisons pour lesquelles on a justifié la rébellion contre le roi George III, c'était justement parce qu'il violait la vie privée des gens en logeant des soldats chez eux. Eh bien, à côté de ce qu'on subit aujourd'hui avec le Patriot Act et tout le reste, c'était presque rien. Alors au fond, le jour de l'indépendance, c'est juste devenu une journée où on boit beaucoup de bière. Yeah. Yeah. Thank you, Paul. Thank you Merci, so Paul. much for being with us Merci today. beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se reparle la semaine prochaine. On verra bien ce qui se passe d'ici là. Oui. 7 days, yeah. Yes, See you soon. okay. D'accord, merci Nima, merci beaucoup. Very much. Great. Toujours un grand plaisir, Paul. Yes. Oui, c'est ça, au revoir, au revoir. Bye. Bye.